Ce journal vous est présenté par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à votre rendez-vous de l'actualité, place au grand titre de ce soir. À Kinshasa, dans le secteur des transports urbains, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, instaure une série de mesures strictes pour rétablir l'ordre, améliorer la sécurité routière et fluidifier la circulation des dispositions. Entrée en vigueur ce lundi 26 janvier 2026, qui suscite de nombreuses réactions du côté des usagers. Et puis, à quelques heures de l'inauguration de l'université de Kananga par le président Félix-Antoine Tshisekedi, le ministre des Infrastructures, John Banza Lunda, salue les travaux anti-érosifs financés par le FONER, des ouvrages majeurs qui ont permis de sécuriser durablement le site universitaire longtemps menacé par des graves érosions. Enfin, à l'international, au Sénégal, le secteur extractif change de cap avec l'entrée en production du pétrole et du gaz. Les hydrocarbures s'imposent désormais comme un pilier stratégique de l'économie nationale. Je l'ai dit au sommaire, la capitale congolaise durcit les règles pour rétablir l'ordre dans les transports urbains. C'est le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, qui a annoncé une série de mesures strictes destinées à la circulation routière, une décision qui est entrée en vigueur ce lundi 26 janvier 2026, visant à améliorer la sécurité, la fluidité du trafic et la discipline dans le secteur des transports. Du côté des usagers, cette mesure est diversement commentée. Didier Ilunga et Giscard Tamba pour le reportage. Au cœur de ces nouvelles dispositions figure l'obligation pour tout conducteur d'être en règle avec les documents exigés par la loi. Il s'agit notamment du permis de conduire, du contrôle technique, de la vignette, ainsi que de l'assurance et de l'autorisation de transport pour les véhicules affectés au transport en commun. Les transporteurs sont également tenus de respecter scrupuleusement la grille tarifaire officielle en vigueur. Les usagers ont déploré le fait que l'autorité provinciale demande plusieurs documents au même moment, alors que la population n'est pas en mesure. Premièrement, la journée n'a pas bien démarré, désolé. Je suis d'ailleurs très en colère, très irrité à cause de ça. Moi, j'ai mon permis de conduire, j'ai mon assurance, j'ai le contrôle technique, mais je n'ai pas la vignette. Pour raison de la paix, je préférais prendre le transport parce que je sais déjà que nos agents de sécurité, les contrôleurs sont tellement incompréhensifs, on va commencer à se disputer pour rien. On ne peut pas demander en un seul jour autant de documents. L'État, l'État est l'État. C'est premièrement, mais l'État n'a pas sauté. Pourquoi l'État n'a pas sauté? Premièrement, nengi tokende na transport to boité l'état pour na nyonso ko soma vinette contrôle technique mais mais kokina nous en amté na sali pas mettre ko soma biloko na se coûter entre $550. Papa au moniteur aux autres décisions il faut autant la peine à Sima. L'état congolais na biso c'était gouvernement provincial bazan ba bisté bazan mitukate oyo ko permettre la population de circuler. Bazana va transporter le rôle à train, les atterros évacuer bateau. Donc, quitte à bango, non, il va négocier na particulier. Ça dit boyer, bossona na bateau bien. Papa kosoma mikana, maintenant banzela ni no biso to rotambola. Bon, malali bossona mo na mboka na ngai oyo, batu na 5 mikanda mbala moko. Ezambala liboso. Donc, tela bateau nde bazo souffrir ko la transport. Transport ezate. Cette mesure fait le malheur des uns, mais le bonheur pour les autres. Le prix de transport est resté à la hausse ce matin, a décrié cet autre Quinois. Imaginez, moi j'ai quitté Pompage à 4 heures. Pour arriver à magasin, j'ai payé une moto à 5 000. Arrivant ici, j'ai payé 3 000. Je dois arriver au travail, je dois payer encore 2 000, 3 000.
Alors le retour le soir, ça sera comment? Donc ils doivent au moins penser à la population. Il sied de noter que cette mesure vise à réduire les embouteillages et les risques d'accidents aux heures de forte affluence. Pour assurer son application effective, les autorités provinciales ont déployé plus de 3000 agents sur 60 axes stratégiques de Kinshasa. Toujours dans le même chapitre concernant la grève des chauffeurs ce lundi matin à Kinshasa, la mutuelle pour la solidarité des chauffeurs au Congo appelle la population congolaise à faire pression sur le gouvernement afin qu'il investisse davantage dans le secteur de transport. Son président, Chadrin Ngoy, critique le délai fixé par le gouvernement pour le contrôle des documents des chauffeurs qu'il juge trop court. Il recommande plutôt un contrôle progressif afin d'éviter des perturbations et des tensions dans le secteur. Il est joint au téléphone par Patience Okeke. Tout ce qui est dit par ceux qui n'ont pas voulu travailler aujourd'hui a déjà été dit par la mutuelle pour la solidarité des chauffeurs au Congo. Nous avions demandé à l'autorité de reporter, nous avions demandé à l'autorité d'assouplir conformément à la réglementation. On ne pouvait pas demander le contrôle par rapport à tout le document. Non, mais on peut sectionner et on peut commencer par un, par deux, et puis chaque document aura son temps résolument avec la procédure fiscale. Nous demandons à la population de pouvoir pousser les autorités afin qu'ils puissent investir dans le domaine des transports. Si nous avions le train urbain, si nous avions des bus de l'État, nous pensons que la souffrance d'aujourd'hui ne pouvait pas être la même. Nous recommandons à tous les chauffeurs taximens de la ville de Kinshasa que nous devons faire la part des choses. Les documents de bord sont ou doivent être sous la responsabilité du propriétaire. Notre combat, par exemple, pour le permis de conduire, ne peut pas se focaliser sur le refus du contrôle. Mais néanmoins, notre combat devra être pour aller demander à ce que le prix officiel pour l'obtention, après l'exercice des différences du permis de conduire, là nous devons exiger que le prix réel puisse être respecté. La journée d'aujourd'hui a été marquée par une forte perturbation du transport urbain, conséquence des contrôles renforcés sur les axes routiers, une situation qui a paralysé la circulation et impacté le quotidien des nombreux usagers. Mathieu Takizala, entrepreneur et économiste, revient sur les conséquences économiques d'une telle situation. Il a été joint au téléphone par Daniel Kalel. La situation d'aujourd'hui dans la ville de Kinshasa, ce qui concerne tous les documents qui doivent permettre à un conducteur ou à un usager des routes d'être dans les acteurs publics. Voilà, il faut le regarder dans plusieurs aspects. Il ne faut pas rester uniquement dans l'aspect qu'on a l'habitude de voir. C'est vrai qu'actuellement, nous dépendons beaucoup plus des acteurs de l'informel. Il n'y a pas assez de sociétés dans le domaine du transport dans la ville de Kinshasa. Cela fait qu'à chaque fois, quand l'État veut faire respecter le règle, automatiquement, la population voit comme si que l'État est en train de le punir. Nous tous, nous sommes perdants, hein, République démocratique du Congo, y compris les entreprises et les particuliers, même l'État lui-même, mais nous devons le résoudre. Il y a des éléments qui peuvent pallier tout ça. Moi, j'ai proposé pas mal d'éléments, donc j'ai écrit aux autorités qui sont mieux placées pour que nous puissions quand même faire de sorte que ces problématiques soient absorbées une fois pour toutes, hein, pour que nous puissions pas à chaque fois, si l'État veut mettre des mesures qui peuvent être pour tout le monde et que nous puissions voir comme si c'est un dérangement. Donc, dans tous les pays du monde, un véhicule ne peut pas circuler dans les acteurs publics sans avoir un contrôle technique, sans assurance et sans vignette ou police d'assurance. Donc, logiquement, c'est ça parce qu'en cas d'accident, l'assurance va couvrir. En cas d'accident, le contrôle technique peut justifier que le véhicule était en bon état. Mais lorsque le véhicule
en circulant et que tous ces éléments ne sont pas là et que le conducteur n'a pas été celui qui est le titulaire de permis de conduire ou la carte rose n'est pas identique ou conforme, ça déjà, ça devient ce qu'on appelle une grande insécurité pour l'économie de la ville. En parlant de l'impact de ces différents contrôles initiés dans la ville de Kinshasa, on voit notre expert maison, Dieudonné Boinali, à qui je dis bonsoir. Bonsoir Damani Mojinga. Alors Dieudonné Boinali, il y a une série de mesures qui ont été prises par l'hôtel de ville. Nous voulons savoir quel est justement l'impact économique de ces différents contrôles, contrôle technique, contrôle de permis, j'en passe. Pour essayer de mettre fin aux embouteillages monstres que connaissent la capitale congolaise et de rendre la chaussée plus fluide, l'autorité urbaine, le gouverneur Daniel Bumba Lubaki, a pris une batterie de mesures allant du contrôle technique, du permis de conduire, de fausses plaques d'immatriculation, de la police d'assurance et j'en passe. Ces mesures passent comme une pilule amère pour l'ensemble des automobilistes. Or, nous semblons oublier que les premiers moyens pour un État, pour se développer, pour faire face aux dépenses de souveraineté, habiller l'armée, la police nationale et racheter les outils de travail, les armes, les avions, les engins motorisés, passe aussi par les paiements des impôts et taxes. Mais malheureusement, dans notre pays, il y a un faible niveau de civisme fiscal. Chaque fois qu'on annonce des contrôles techniques, pourtant, légaux prévus par les textes de loi, il y a une sorte de résistance, une sorte de rébellion, et pourtant ce sont les mêmes citoyens qui sont plus exigeants à l'État. Nous voulons de bonnes routes, nous voulons de l'eau en permanence, de l'électricité 24h/24, des bonnes écoles, des bons hôpitaux pour nos enfants. Mais malheureusement, ces moyens doivent venir aux citoyens que nous sommes. Parce qu'en réalité, l'État, c'est qui? L'État, c'est vous et moi. C'est l'ensemble des citoyens qui composent l'État. Il faut faire comme disait le président Kennedy. Ne vous demandez pas ce que l'État peut faire pour vous, mais demandez-vous plutôt ce que vous pouvez faire pour le développement de votre État. Maintenant, l'impact de ces mesures, au-delà des raisons sécuritaires, des raisons sociales, des raisons liées à la défense, parce qu'il faut contrôler quand même la circulation routière, parce que si la voie publique, on trouve des mineurs, des personnes non attitrées à être devant les volants. Vous avez des mineurs, vous avez des personnes qui n'ont pas de permis de conduire, vous avez des personnes qui conduisent des véhicules sans plaque, des véhicules qui ne sont pas passés au contrôle technique. Et pourtant, la loi dit, avant de mettre en circulation votre engin, vous devez passer au contrôle technique. On atteste que votre véhicule est valide et peut circuler sur la voie publique. Et ces mesures poursuivent aussi les soucis de diminuer les accidents de circulation dans la ville-province de Kinshasa. Maintenant, il y a un problème. L'impact économique. Vous avez bien posé votre question. Oui. Nous semblons oublier que, selon les textes de loi toujours que je suis en train de citer, nous avons l'Office des voiries et drainage, l'OVD en sigle. Parmi les ressources de cet office, vous trouvez 80% des fonds provenant du trésor public. Vous avez 20% des fonds provenant du paiement de la vignette. Hein? Après avoir circulé sur la chaussée, vous payez la taxe de circulation routière qu'on appelle la vignette. Prenons l'exemple tout simplement de la vignette. Oui, la loi dit 20% de ces recettes doivent aller à l'OVD. Et qu'est-ce que l'Office de voirie et drainage en fond?
c'est pour réhabiliter, moderniser nos routes, tirer les caniveaux, parce que l'OVD a pour aussi mission de faire les drainages. Oui. Mais malheureusement, les gens ne veulent pas payer la vignette. Les gens ne veulent pas passer au contrôle technique. Comment on aura des avenirs éclairés? Comment on aura des routes dignes de ce nom? Comment on va... quelqu'un dit là-bas, il faut... le gouvernement provincial a mis la charrue avant le bœuf parce que les transports en commun aujourd'hui est géré par des privés. Il a raison. Il demande à ce que l'hôtel de ville puisse avoir sa propre société ou ses propres sociétés de transport avant de mettre en pratique ces mesures. Il a raison, mais d'où proviendront ces moyens, ces ressources pour créer une nouvelle société à l'image de la défunte New Transkin qu'on avait connue, qui avait 100 bus en circulation, et Transco, la société nationale, avec plus de 500 bus. Nous nous demandons maintenant, vous et moi, d'où proviendront ces moyens. Mais cela ne nous pousse pas à dire que l'hôtel de ville a 100% raison. Il est déploré aussi la multiplication et la synchronisation de toutes ces mesures, parce que l'hôtel de ville fait face aux mêmes personnes, aux mêmes assujettis, dont la majorité sont des gangs petits. Quand vous faites les calculs, il faut payer $70 des contrôles techniques, il faut payer $120 des permis de conduire, il faut payer plus ou moins $200 d'assurance et autres frais connexes. Vous dépassez la barre des $500 américains, c'est que beaucoup de Congolais ne touchent pas comme salaire. Nous pensons que chacun doit jouer sa partition et l'hôtel de ville mettre en pratique ces mesures en série. On peut commencer par exemple les contrôles techniques et les permis de conduire, et puis les autres mesures vont suivre. À la population aussi de donner les moyens à l'État pour faire face aux besoins urgents, surtout les besoins de souveraineté. Voilà, merci à vous Dieudonné Bonali pour cette très belle intervention. Et merci aussi Damani Mujinga pour votre invitation. Poursuivons ce journal. Ouverte récemment, l'avenue Bokassa fait l'objet d'une opération d'évacuation des marchés et parkings anarchiquement installés le long de la chaussée menée depuis le samedi 24 janvier. Cette action des autorités urbaines vise à élargir la voie afin de fluidifier la circulation et de réduire tant soit peu les embouteillages sur cet axe stratégique de la capitale. Myriam Likio. Après l'ouverture partielle de l'avenue Bokassa, dans son tronçon comprise entre les arrêts Funa et le boulevard du 30 juin, l'opération d'évacuation des marchés et des parkings pirates installés le long de cette importante artère de la capitale, menée depuis le samedi 24 janvier, s'inscrit dans la volonté des autorités urbaines de rétablir la vocation première de cet axe stratégique. Longtemps encombré par des activités commerciales informelles et un stationnement anarchique, l'avenue avait perdu sa fluidité au grand désarroi des usagers. En élargissant la chaussée, cette intervention vise à améliorer la circulation et à réduire les embouteillages devenus quasi permanents dans la zone. Omona mboka na kitoko propre tozo confier ota na ngola mboka mikie tozo confier ngope mboka na biso pe bonga to sepeli bina makasi mokonza mboka osa msala na ye msala oyo ndenge zo salema auparavant vraiment salongo ala kiko chaque samedi bangin faut ezala bakari ya mituka évacuation il faut ezala mais ça fait un grand temps. C'est au jour d'aujourd'hui que nous avons vu sous la carte grand marché, nous avons la salongo, voire même dépasser le temps. Normalement, c'est là à 11h. Babilo quoi boy, tant que nous avons donc tout en abaka ba inondation te. Ndenge bazo kire lokwa ba makadam. Basala même mana ba terrasser pour que drainage ya maye za la société pour la makadam. Voilà que et vous savez que
tokoka kosikombe lisusu na biloko lokola ya inondation non et ça c'est kozala na inondation te ezali bien urbanisé. Il convient de noter que l'avenue Bokassa n'est plus à sens unique, désormais praticable dans les deux sens de circulation. Dans un autre registre, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, est arrivé ce lundi 26 janvier 2026 à Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï central, pour inaugurer l'université de Kananga. Au-delà de l'inauguration de l'université, cette visite présidentielle ravive également les attentes autour des grands projets structurants annoncés pour le Kasaï, notamment la construction de la route Kananga-Kalamba-Bougie, et le chef de l'État va procéder à l'inauguration de l'université de Kananga ce mardi 27 janvier, notant que cette nouvelle institution universitaire devient la deuxième université inaugurée par le président de la République dans la région du Kasaï après l'université officielle de Mbuji-Mayi. L'initiative s'inscrit dans la vision présidentielle de renforcer l'accès à une éducation de qualité, de désenclaver les provinces et de promouvoir le capital humain comme levier du développement durable. À quelques heures de l'inauguration de l'université de Kananga par le président Félix-Antoine Tshisekedi, le ministre des Infrastructures, John Banza Lunda, a salué les travaux anti-érosifs financés par le FONER, des ouvrages qui ont permis de sécuriser durablement les sites universitaires menacés par des graves érosions. José Junior Owawa. C'est lundi 26 janvier 2026, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, inaugure officiellement l'université de Kananga au Kasaï central. Une cérémonie historique qui intervient dans un contexte marqué par d'importants travaux de lutte anti-érosive autour du site universitaire de la ville. Quelques heures avant l'arrivée du chef de l'État, le ministre des Infrastructures et Travaux publics, John Banza Lunda, s'est rendu sur le campus de l'UNICAN pour évaluer les ouvrages réalisés grâce au financement du Fonds national d'entretien routier, le FONER, et exécuté par l'Office de voirie et drainage, OVD. Sur place, le ministre a salué l'intervention du FONER qui a permis de stabiliser des zones à haut risque, notamment sur les sites UNICAN 1 et UNICAN 2, longtemps menacés par des ravins provoqués par une mauvaise canalisation de eaux de ruissellement. Nous sommes plus ou moins sortis du danger et que les entreprises qui sont sur place sont en train de faire le travail. Et donc je dois louer ici le travail de la première entreprise qui a travaillé sur la première érosion et puis le travail des techniciens de l'Office de voirie et drainage et qui continuent d'ailleurs à travailler sur la deuxième érosion. Et aussi l'intervention très rapide sur le plan financier du FONER. Donc on le souligne. Et donc c'est tous ces efforts mis ensemble pour protéger cette œuvre. Et voilà, donc on va essayer d'accélérer les travaux. Les travaux réalisés comprennent la construction des murs de soutenement, des opérations de talutage et de stabilisation du sol, la canalisation des eaux pluviales, ainsi que des actions de revégétalisation pour renforcer la durabilité des ouvrages. Située dans une zone fortement exposée aux érosions hydriques, la ville de Kananga fait face depuis plusieurs années à une dégradation accélérée de ses sols, mettant en péril routes et bâtiments publics. Autour de l'université, ces travaux ont permis de sécuriser les infrastructures avant leur mise en service. Sous le leadership de son directeur général Pierre Boundoku Ndongala, le FONER entend renforcer sa capacité d'action. Rien qu'en 2025, plus de 8000 km de routes ont été réhabilités grâce à son financement sur l'ensemble du territoire national, notamment dans les Grands Bandundu, les Grands Kasaï et dans l'espace Grand Oriental. En sécurisant le site de l'université de Kananga, le FONER confirme son rôle de véritable banque routier de la RDC au service de la durabilité des investissements publics conformément à la vision du chef de l'État sous la coordination de la première ministre Judith Suminwa Tuluka.
Et puis à Maïgui, dans la province de l'Ituri, le Fonds de promotion de l'industrie a organisé cette semaine une journée promotionnelle placée sous le thème Proximité et performance, servir au cœur du territoire de Maïgui. Cette initiative s'inscrit pleinement dans la vision du président Félix Tshisekedi qui vise à rapprocher les services publics des populations et à promouvoir le développement économique à la base. Suivant. À Maragui, dans la province de l'Ituri, le Fonds de promotion de l'industrie FPI a organisé cette semaine une journée promotionnelle placée sous le thème Proximité et performance, servir au cœur du territoire de Maragui. Dans son discours d'ouverture, Louvain Moulumba Ilunga, adjoint au directeur provincial FPI Bunia, a souligné que cette initiative s'inscrit pleinement dans la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui vise à rapprocher les services publics des populations et à promouvoir le développement économique à la base. Il a également salué l'engagement du gouverneur de la province de l'Ituri, Johnny Nkashama Luboya, en faveur de la stabilité et du développement durable de la province. Je l'insigne honneur et l'agréable devoir de prendre la parole parmi vous ici ce jour en guise de la matérialisation de cette journée promotionnelle organisée par le Fonds de promotion de l'industrie FPI, sous le thème Proximité et performance, servir au cœur du territoire de Maragui. En cette circonstance, permettez-moi tout d'abord de rendre hommage au président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi, au gouverneur de la province de l'Ituri, son Excellence Johnny Luboya Kashama, mon général, ainsi qu'au directeur général du Fonds de promotion de l'industrie FPI, M. Hervé Claude Ntumba Batukonke. Je voudrais aussi adresser mes remerciements à l'administrateur du territoire de Maragui qui a accepté que cette manifestation ait lieu. La promotion événementielle est indispensable de communiquer sur une entreprise, de promouvoir un service. Le FPI étant un service public au profit de la population congolaise, aujourd'hui nous allons partager des instants forts, exceptionnels dans la commune de Maragui, afin de bien faire connaître le FPI qui est un outil de création d'emplois durables, de développement d'un tissu de PME au travers du financement. Durant cet atelier, je vous invite à participer activement en apportant vos contributions lors des échanges de ces faits. Participons à cette cérémonie avec enthousiasme et l'envie sincère de vivre pleinement chaque instant. Au nom du directeur général du Fonds de promotion de l'industrie que je représente ici, je vous remercie. Au cours de cette journée, le FPI a mis en avant son rôle stratégique en tant qu'outil public de financement dédié à la création des emplois durables et au renforcement des petites et moyennes entreprises PME à travers l'accompagnement et le financement des projets industriels portés par les entrepreneurs congolais. Les participants ont été invités à prendre part activement aux échanges afin de mieux comprendre les mécanismes d'intervention du FPI et les opportunités offertes aux porteurs des projets locaux. Un an après la prise de Goma par la rébellion du M23 AFC, intervenue le 25 janvier 2025, la situation demeure critique dans l'est de la République démocratique du Congo. Malgré les efforts diplomatiques et la résistance des forces congolaises, l'insécurité continue d'affecter gravement les populations civiles. José Junior Owawa. La rébellion du l'AFC M23, dont l'offensive a débuté en 2021, a franchi un cap majeur le 25 janvier 2025 avec la prise de la ville de Goma et avant d'étendre sa présence vers Bukavu et Uvira dans le sud Kivu. Un an après cet épisode marquant, la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo reste préoccupante selon plusieurs observateurs. Malgré plusieurs tentatives de négociations menées à Washington, à Doha ou en Angola, la rébellion conserve une présence
significative sur le terrain. Plusieurs observateurs partenaires internationaux évoquent un soutien extérieur, notamment du Rwanda, des accusations régulièrement démenties par Kigali. Face à cette situation, les forces armées de la République démocratique du Congo, appuyées par leurs alliés, poursuivent la résistance. L'armée congolaise s'appuie notamment sur sa capacité aérienne avec l'utilisation d'avions de combat Sukhoi et de drones de surveillance et d'appui tactique, ce qui permet de contenir les avancées rebelles sans toutefois restaurer une sécurité durable dans la région. La communauté internationale multiplie les pressions en faveur d'un désengagement total du M23 et de la cessation de tout soutien extérieur, tout en appelant également à la fin de tout appui supposé au FDLR, actif dans la région depuis plusieurs années. Sur le plan humanitaire, le bilan reste lourd, déplacement massif de populations, accès limité aux soins de santé et à l'éducation et conditions de vie précaires pour des milliers de familles, en particulier dans les zones encore sous occupation rebelle. Un an après la prise de Goma, l'urgence demeure la même, mettre fin au conflit par une issue militaire ou par des négociations sérieuses et crédibles afin de soulager les communautés locales et de restaurer durablement la paix et la stabilité dans l'est de la République démocratique du Congo. Les autorités sanitaires de la République démocratique du Congo ont tenu cette semaine leur réunion hebdomadaire sur la situation épidémiologique et humanitaire du pays. Les échanges ont mis en lumière des avancées encourageantes, mais aussi des défis majeurs, notamment face à la rougeole. À Kinshasa, la situation du Mpox continue de s'améliorer. La fréquentation des centres de prise en charge est en forte baisse, avec seulement 5 patients hospitalisés pour 80 lits disponibles. Patience Lokeke. Il était question de faire le point sur l'évolution de principales épidémies en République démocratique du Congo, notamment le Mpox, le choléra et la rougeole. Concernant le Mpox, une diminution des cas a été enregistrée à l'échelle nationale au cours de la 3e semaine de l'année 2026. 65 cas ont été notifiés sur l'ensemble du pays, traduisant une amélioration progressive de la situation. Nous continuons à enregistrer une diminution sensible de cas de Mpox au niveau du pays. Et pour la semaine 3 2026, nous avons enregistré autour de 313 cas pour la semaine 3 et une vingtaine de cas de 65 cas confirmés au niveau du pays. Et pour ce qui est de la létalité au niveau du pays, de Mpox, et on est autour de 0,6%. Et à Kinshasa, concernant le taux d'occupation de lits, on a 6 patients de Mpox sur les 80 lits montés. Donc ceci montre vraiment que le niveau de cette épidémie est vraiment à la baisse. S'agissant du choléra, la maladie demeure préoccupante, en particulier dans plusieurs provinces de l'Est qui continuent de notifier un nombre élevé de cas. Au total, 1600 cas ont été enregistrés sur l'ensemble du territoire national au cours de la même période. Globalement, donc, il y a une tendance à la baisse, mais nous avons des provinces qui continuent à nous préoccuper, notamment, comme je disais, les provinces de l'Est avec l'insécurité, où on a le Nord Kivu et le Sud Kivu qui continuent à notifier plus grand nombre de cas, suivi du Haut-Lomami, Tanganyika, et même ici au niveau de la ville-province de Kinshasa, où nous devons renforcer les interventions de réponse face à cette épidémie. En revanche, la situation de la rougeole reste très alarmante. Dans la province Haut-Lomami, près de 2000 cas et 24 décès ont déjà été rapportés depuis le début de la 3e semaine épidémiologique, touchant principalement les enfants de moins de 5 ans. Les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu demeurent le plus affectées. Face à cette situation, les autorités sanitaires annoncent une vaste campagne de rattrapage contre la rougeole et la rubéole prévue au mois de mars prochain dans 11 provinces. Plus de 22 millions d'enfants âgés de 6 mois à 14 ans sont concernés par cette opération de vaccination. En sport, les interclubs de la CAF ont repris le week-end dernier sur les peleuses africaines avec la présence de 2 clubs congolais. Si Lupopo a battu le Mouloudia Club d'Alger à Lubumbashi, l'AS Maniema Union s'est incliné face au Wydad Athletic Club de Casablanca au Maroc. Blaise Kouzola.
Le FC Saint-Éloi Lupopo a battu de justesse le Mouloudia Club d'Alger 1-0 ce dimanche 25 janvier 2026 au stade TP Mazembe en match comptant pour la 3e journée du groupe C de la Ligue des champions de la CAF. Après une première période nulle et vierge, les cheminots de Lubumbashi ont réussi à trouver la faille dans les ultimes minutes de la rencontre, soit à la 95e minute de jeu grâce à un penalty transformé par Michel Kimputu. Après 2 contre-performances lors de 2 premières journées, Lupopo empoche finalement sa première victoire et occupe la 3e place du groupe C avec 4 points juste derrière Mamelodi Sundowns et Al Hilal Omdurman qui compte 5 unités à chacun. MC Alger est bon dernier avec un petit point. Le poulain de Guy Boukassa ont l'obligation de s'imposer sur la pelouse du MC Alger dimanche prochain pour espérer de prendre l'une des 2 premières places du groupe. La rencontre est prévue à 20h, heure de Kinshasa. L'AS Maniema-Union, quant à elle, s'est inclinée sur la plus petite de marge 1-0 face au Wydad Casablanca ce dimanche en Coupe de la Confédération au terme d'une rencontre engagée et longtemps indécise. Solide et bien organisée, les unionistes ont résisté pendant une grande partie du match avant de céder à la 81e minute sur une réalisation de Moufid qui a su exploiter l'une des rares vraies failles de la défense congolaise. Malgré cette courte défaite, le représentant congolais conserve la 2e place du groupe avec 6 points et peuvent nourrir de motifs de satisfaction, à commencer par l'énorme prestation de leur gardien de but. Auteur de plusieurs arrêts décisifs face aux assauts répétés d'un Wydad expérimenté et dominateur, il a maintenu son équipe en vie jusqu'aux dernières minutes et a évité un score plus sévère. Une performance encourageante qui laisse entrevoir de belles choses pour la suite de la campagne continentale. L'actualité, c'est aussi au-delà de nos frontières. Place à la page internationale. Longtemps centré sur l'or et les phosphates, le secteur extractif sénégalais connaît un tournant majeur avec l'entrée en production récente des champs de pétrole et de gaz, ouvrant une nouvelle ère où les hydrocarbures s'imposent progressivement comme un pilier stratégique de l'industrie nationale. Les revenus extractifs du Sénégal ont augmenté de 23% en glissement annuel pour atteindre 447 milliards de francs CFA, environ 808 millions de dollars en 2024. Si l'exploitation minière reste dominante dans ses recettes, la hausse est principalement attribuable au secteur pétrolier dont les revenus ont plus que doublé en un an. Selon un rapport publié en décembre 2025 par l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives, les sociétés pétrolières opérant au Sénégal ont en effet versé 77,70 milliards de francs CFA à l'État en 2024, hors paiements sociaux, environnementaux, garantie de la réhabilitation, contre 30,64 milliards de francs CFA en 2023. La part des hydrocarbures dans les revenus extractifs de l'État est par ailleurs passée de 8% en 2023 à 17% un an plus tard. Cette progression s'explique par la mise en service du champ pétrolier Sangomar en juin 2024. Pour ses premiers mois d'exploitation en 2024, le champ offshore Sangomar a livré 16,90 millions de barils de pétrole. Il est exploité par une coentreprise entre l'Australien Woodside Energy, 82% de part, et la société nationale sénégalaise Petrosen, 18%. Le pays de la Teranga exploite aussi du gaz naturel dont la production, 2,77 millions de mètres cubes normaux en 2024, est entièrement utilisée localement pour produire de l'électricité. Façon de vous informer, mesdames et messieurs, c'est avec la revue de presse, lecture faite par Domomat. Mesdames, c'est ainsi que s'achève cette édition. Je vous rappelle les 3 principaux titres.
À Kinshasa, les règles se durcissent dans le secteur des transports urbains. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, instaure une série de mesures strictes pour rétablir l'ordre, améliorer la sécurité routière et fluidifier la circulation. Des dispositions entrées en vigueur ce lundi 26 janvier 2026 qui suscitent de nombreuses réactions du côté des usagers. Et puis à quelques heures de l'inauguration de l'université de Kananga par le président Félix-Antoine Tshisekedi, le ministre des Infrastructures John Banza Lunda salue les travaux anti-érosifs financés par le FONER, des ouvrages majeurs qui ont permis de sécuriser durablement le site universitaire longtemps menacé par des graves érosions. Enfin, au Sénégal, le secteur extractif change de cap avec l'entrée en production du pétrole et du gaz. Les hydrocarbures s'imposent désormais comme un pilier stratégique de l'économie nationale. Ce journal est complètement terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous dis au revoir et à la prochaine. Ce journal vous a été présenté par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.